Bonjour Pierre, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre, tu es professeur agrégé de philosophie, essayiste, et tu viens de sortir un ouvrage aux éditions Amsterdam, Politique de la mémoire. Tu reviens sur les guerres de mémoire, comme tu les appelles, qui font rage dans notre société et le rapport qu'elles entretiennent avec le politique. Les liens pour toi sont très étroits entre la politique et la mémoire, puisque tu écris il n'y a de politique que de la mémoire, au sens où toute politique est le produit d'une mémoire, et il n'est pas de politique qui ne soit enracinée dans le souvenir, plus ou moins fidèle, plus ou moins réécrit d'un épisode passé. J'ai une première double question. D'abord, quelle place tu laisses à la matérialité du présent, et d'autre part, comment est-ce que tu articules cet impératif de mémoire avec l'impératif de projet qui est aussi inhérent aux politiques? Le présent, évidemment, c'est important, mais tu parles de matérialité du présent, et justement, ce qui donne une matérialité au présent, c'est le fait qu'il est vécu, et un présent vécu, c'est déjà du passé. Alors, c'est pas juste un jeu de langage. Beaucoup de philosophes ont de longue date fait remarquer que le temps, il a cette propriété qu'à peine advenue comme présent, il est déjà du passé, il file entre les doigts en quelque sorte. Donc déjà, c'est une première réponse. Deuxièmement, un présent vécu, il est jamais vécu par un sujet qui serait une page blanche, vierge, et qui librement choisirait la manière dont il vit son présent. Il est vécu, la manière dont il est vécu est informée par un passé là un petit peu plus Lointain. un petit peu plus lointain. Mon propre passé et même le passé de mes parents, de mes ancêtres, qui à beaucoup d'égards et de multiples manières va construire la manière dont je vis le présent. Les sociologues appellent ça les sociologues et les historiens d'ailleurs appellent ça le déterminisme. Donc le présent, il est absolument présent et il est absolument central évidemment, mais le présent, on ne le vit que avec notre mémoire. Pour ce qui est du futur, j'en parle aussi dans le livre, hein, de cette dialectique justement entre passé, présent et futur. C'est pareil, on pourrait effectivement m'objecter que ce qui caractérise le temps politique ou le rapport politique au temps, c'est davantage une orientation, une polarisation sur le futur plutôt que le passé. La politique, ce serait justement inventer un nouveau futur, qu'il soit d'ailleurs qu'on parle de politique de droite ou de gauche, mais il y a toujours l'idée justement d'agir et de transformer la société et par conséquent, effectivement, de regarder vers le futur et pas vers le passé. Cela étant dit, qu'on soit conservateur ou réformiste ou révolutionnaire, on enracine de toute façon son action et son projet politique dans le passé. Je fais remarquer que, en gros, pour le dire simplement, je fais d'ailleurs le parallèle avec l'analyse que Freud fait du rêve. On rêve son avenir, très souvent, mais on le rêve, cet avenir, qu'il soit idéal ou cauchemardesque, en fonction d'expériences passées. Donc, le passé, c'est la matière. Donc, ce n'est pas le tout du projet politique, mais c'est sa matière. Sans enracinement dans le passé, précisément, la matérialité, pour reprendre ce terme, du projet politique, elle n'existe pas. Pour le dire là encore de manière très succincte, c'est soit la mémoire du pire, des traumatismes, la mémoire traumatique, la mémoire des oppressions subies par exemple, et qui engendre ce qu'on pourrait résumer par le plus jamais ça, la volonté du plus jamais ça. Donc voilà, et ça informe énormément de projets politiques, hein, même des projets politiques positifs. Ils s'enracinent dans la volonté d'éviter de ne plus jamais vivre certaines choses, de réparer certaines choses qui ont été détruites dans le passé. Et quand c'est quelque chose qui a l'air d'être plus positif que ça, des utopies par exemple, eh bien ça s'enracine, il me semble aussi, dans des expériences passées, plus ou moins personnelles et plus ou moins lointaines là encore, mais qui sont en gros la mémoire du meilleur et non plus la mémoire du pire, qui cette fois-ci génère ce que
ce qu'on pourrait appeler avec Nietzsche le désir de l'éternel retour. Nietzsche caractérise, une des manières dont Nietzsche aborde cette thématique de l'éternel retour, consiste à dire que les choses les plus bouleversantes, qui ont le plus de valeur dans ce qu'on vit, sont celles, il en fait même un critère de reconnaissance, sont celles dont on peut souhaiter l'éternel retour. Et je pense que les utopies politiques, évidemment, elles font appel à l'imagination, mais l'imagination, elle travaille en assemblant et en essayant de maximiser des expériences vécues, des morceaux de réel, et qui sont, par la force des choses, des morceaux de réel vécus, donc du passé. Alors là, tu parles de la mémoire du pire et de la mémoire du meilleur, mais il y a plein de choses entre. Il y a énormément, des foultitudes d'événements, une infinité en fait d'événements. Toi, la majorité des événements que tu t'attaches un peu à décrypter dans ton livre se passent en gros entre ces dernières années et il y a 300 ans. Tu remontes rarement au-delà de il y a 300 ans, en gros. Tu parles beaucoup d'ailleurs des événements plutôt traumatiques, hein. Tu parles de différents génocides, du génocide notamment arménien, celui de la Shoah, de la traite des Noirs et du colonialisme. Comment est-ce que, d'après toi, avant de rentrer vraiment plus profondément dans ton livre, qu'est-ce que tu fais en fait de tout le reste, premièrement, et deuxièmement, quels sont, comment tu as arbitré en fait les choix de ce à quoi tu t'es intéressé dans ton livre, à savoir plutôt ces événements traumatiques. Pourquoi tu t'es pas intéressé? Tu parles par exemple assez peu de, je sais pas moi, la Révolution française ou mais des histoires, je sais pas moi, économiques par exemple, des différents pays, des différentes nations, des différents groupes d'individus. Alors, qu'est-ce qui motive les choix d'objets? Qu'est-ce qui fait qu'on se passionne ou qu'on se penche ou qu'on travaille une question? Ça, peut-être que je serai le dernier à pouvoir y répondre. J'ai quand même quelques hypothèses. D'abord, j'ai réagi à une actualité. Alors, il y a une série de questions dites mémorielles qui font l'actualité. Il se trouve que c'est des questions qui concernent des mémoires qui, d'une manière ou d'une autre, sont des mémoires effectivement traumatiques. Donc des mémoires du pire de ce que l'homme peut faire à l'homme. Et donc, il y a une série de débats contemporains que j'ai pas inventés, mais qui m'ont intéressé, qui m'ont sollicité, qui m'ont parlé et qui m'ont fait réagir parce que la manière dont ils étaient menés et les discours dominants qui étaient tenus sur ces mémoires me posaient problème. Donc, je ne les ai pas inventés, ces sujets. J'ai réagi, j'ai été réactif et je dirais que ces débats existent par ailleurs me semble dans l'ordre des choses. C'est assez logique que la mémoire du pire nous sollicite particulièrement. C'est logique. En particulier quand on a vécu ou qu'on fait partie d'un groupe qui l'a vécu, mais pas seulement. Si on se soucie d'émancipation humaine, on doit, me semble-t-il, ça paraît peut-être une tarte à la crème, mais penser le pire, penser les épisodes traumatiques, les épisodes criminels, les épisodes les plus monstrueux de l'histoire de l'humanité, pour essayer de faire en sorte précisément de ne pas les revivre, de ne pas soi-même les revivre ou de ne pas les faire revivre à d'autres. Donc, ça me paraît un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que alors l'histoire économique, oui, je sais pas pourquoi. Il y a des tas effectivement, il y a des tas de champs du domaine historique que j'ai pas abordé, ça c'est évident. D'abord parce que je pense que mon sujet est pas tant l'histoire que la mémoire. Et donc, évidemment, quand on parle de mémoire, on est amené à parler d'histoire, parce qu'il y a des relations complexes entre les deux, mais il y a des relations étroites et importantes. Mais je crois que ce qui travaille beaucoup les mémoires, c'est
plus que, peut-être, je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais je ne sais pas, plus que des évolutions sur la longue durée en termes d'histoire économique ou d'histoire culturelle, que, que des mémoires traumatiques. En tout cas, voilà, ma réponse là, elle a ses limites. Il me semble, et en tout cas c'est un fait, donc, tu le remarques à juste titre, qu'effectivement, mon livre se penche davantage sur ce type de mémoire, parce qu'il réagit à des débats qui, en tout cas les plus vifs, se polarisent sur ce type de mémoire et sur ce type d'épisode passé. Et je dirais que ma motivation première, c'est sans doute la colère. C'est sans doute le dégoût. C'est sans doute un besoin viscéral de réaffirmer certaines choses par rapport à ce que j'entends dire sur cette mémoire-là, justement, sur le fait notamment, en gros, c'est le discours dominant, qu'on aurait une société française qui serait lacérée, fracturée, déchirée, empêchée finalement de se perpétuer par de vilains groupes minoritaires, de vilaines minorités enfermées dans le ressassement de leur passé victimaire. Voilà, tout ce discours dégoûtant, répugnant, débile, mais qui a envahi l'espace public. C'est un petit peu ça qui m'a poussé effectivement à écrire les différents textes que j'ai ensuite rassemblés, les chapitres inédits que j'ai ensuite rajoutés et qui ont formé à la fin ce livre qui effectivement ne parle pas de toutes les questions possibles sur le passé et de toutes les mémoires, mais effectivement plus précisément de cette panique morale des dominants face à effectivement une montée en puissance de revendications dites mémorielles et face à la très sale guerre et la très mauvaise guerre et la très bête et méchante guerre qui est menée par ces dominants pour disqualifier, discréditer ces luttes sociales, qui, pour moi, c'est une des choses que je développe dans le long chapitre final, ne sont pas des luttes ou des fronts de lutte secondaires, ne sont pas déconnectés du présent, puisque la mémoire, par définition, c'est l'inscription du passé dans le présent, et que c'est évidemment une lutte sociale du présent parmi d'autres luttes sociales. Alors, il y a un mot que là, tu n'as pas utilisé depuis le début de cet entretien et que tu utilises assez peu dans ton livre, mais qui pour moi, en fait, en est quand même un des pivots, c'est la notion d'identité, ou plutôt des identités mêlées. Or, il s'avère que les identités individuelles ou familiales se retrouvent souvent en tension en fait, par rapport à celle, par exemple, de l'État ou de l'État-nation. Est-ce que c'est ça, en fait, au fond, que tu essayes de résoudre dans ton livre, les tensions, en fait, entre les différentes identités, donc au pluriel, et est-ce que tu penses que ces revendications mémorielles dont tu parles, elles sont précisément assises sur ces identités? Alors, compliqué. Je dirais que ce qui est assis, pour rebondir d'abord sur la question, ce qui est assis sur les identités, je dirais, c'est notre récit national républicain qui s'assoit effectivement sur un certain nombre d'identités. Je ne sais même pas si le mot identité est le meilleur, c'est pour ça peut-être que je n'emploie pas beaucoup, mais en tout cas, si on appelle identité effectivement ce qui fait que chaque être humain est ce qu'il est, de manière singulière, avec effectivement une singularité qui est liée, qui va être liée à de multiples appartenances possibles à des groupes de genre, de sexe, de sexualité, d'origine, de religion, voilà, des communautés, quelles qu'elles soient, précisément de destin. C'est-à-dire que effectivement, ce qui construit une identité, bah, c'est un vécu commun. C'est le sentiment d'avoir un vécu commun et qui s'ancre assez souvent dans la réalité d'un vécu commun.
Euh, et je dirais donc que ce qui s'assoit sur les identités, mais au sens d'écrabouiller les identités et de les piétiner et de les mépriser, c'est le récit national tel qu'il nous est construit par un Emmanuel Macron qui va commémorer Napoléon, qui va honorer un bourreau, un boucher qui a mis à feu et à sang l'Europe, qui a rétabli l'esclavage, enfin qui était antisémite. Enfin voilà, c'est des choses qui sont dans le livre, c'est des choses qui ont fait polémique justement à juste titre. C'est Colbert que Macron célèbre, c'est Pierre Loti, apologue du génocide des Arméniens, que Macron célèbre, c'est Maurras et Pétain que Macron célèbre, et au-delà de la personne de Macron, c'est tous ces noms de rues, tous ces lieux de mémoire, enfin toutes ces... Là je parle voilà, de quelques exemples, mais les lieux de mémoire, les noms de rues, les statues, les noms de lieux publics, les commémorations officielles, les silences, par contre, tous ceux qui ne sont pas commémorés, tous ceux qui sont oubliés, entre guillemets, c'est tout ça que j'appelle le récit national dominant, et il est ni plus ni moins identitaire que les petits collectifs qui luttent contre lui. Hein. Simplement, c'est pas la même identité. On a une identité dominante, on a une identité française, blanche, catholique, ou je sais pas comment en tout cas une identité de dominant, qui a imposé son récit, ses figures, ses héros, au mépris, donc effectivement en s'assoyant et en piétinant une multitude d'autres mémoires, une multitude même d'histoires, en piétinant la vérité historique parfois, parce que pour rendre hommage à Napoléon, à Pierre Loti, à Maurras ou à Colbert ou à d'autres crapules ou à Pétain et d'autres, on est bien obligé de mentir. Donc c'est aussi sur la vérité historique qu'on s'assoit. Donc je dirais que la notion d'identité, elle a son intérêt. Il y a effectivement des identités qui sont écrasées, piétinées, mais il y a aussi la vérité historique qui est écrasée et qui est piétinée. Et puis, une des raisons peut-être pourquoi je n'emploie pas forcément le mot identité, c'est que d'abord, je trouve à chaque fois d'autres termes qui correspondent à ce dont je suis en train de parler. Donc je ne le refuse pas absolument, le terme d'identité, il doit même être présent de temps en temps. Si je l'emploie pas beaucoup, c'est encore une fois que je pense que je peux m'en passer, et je peux m'en passer notamment pour une raison, c'est que quand même, dans le dispositif, dans ce que j'appelle cette rhétorique bête et méchante, anti-victimaire, anti-mémorielle, elle est aussi anti-identitaire. Et elle va utiliser le mot identité n'importe comment, exactement comme le mot de victimisation, elle l'emploie n'importe comment, précisément en disant que ce qui est identitaire, c'est ce qui est mal, c'est l'enfermement de l'individu replié sur soi et sur son passé, donc il s'ouvre pas vers les autres et il s'ouvre pas vers le futur, et il se complaît dans une position de victime. Enfin voilà, il y a 1 milliard de discours sur ces thématiques, avec l'idée, et même à gauche malheureusement, dans une certaine gauche en tout cas, mais qui est une frange non négligeable de la gauche, il y a cette opposition très paresseuse entre les luttes qui, parce qu'elles considéreraient des groupes singuliers, les femmes, les homosexuels, telle ou telle minorité ethnique, seraient identitaires et pas sociales. Et la gauche, elle s'occupe du social et de l'égalité, et donc elle n'est pas dans l'identité. Et ce qui est, là, il faudrait voir au cas par cas, mais ce qui est une vaste escroquerie conceptuelle, parce qu'à chaque fois, ce qui est dénoncé comme identitaire et donc pas politique, infrapolitique ou antipolitique, c'est jamais des individus qui se regardent le nombril, c'est des groupes opprimés à qui on refuse l'égalité de traitement d'une manière ou d'une autre, qui ont parfois dans le passé subi le pire, qui souvent dans le présent, d'une manière ou d'une autre, continuent d'en subir des effets, et qui se battent tout simplement pour défendre leurs droits. C'est-à-dire que ce qui est encore une fois dénigré et disqualifié sous le nom d'identitaire par ceux qui bénéficient de cette espèce de parasol de l'identité dominante, c'est jamais de l'identitaire au sens d'un refus de la politique, ou d'un refus de l'égalité, ou d'un refus de la lutte sociale. C'est au contraire des luttes sociales.
Je le développe un petit peu plus naturellement dans le livre. Dans le livre, et même là, dans ce que tu dis, tu décortiques bien l'escroquerie, comme tu le dis, du récit national, ou de la volonté d'avoir un récit national, ou même d'avoir une identité nationale. Parce que ça, c'est une des identités qui est acceptée, en Bien fait, sûr. par le républicanisme avec un grand R. Euh, toi, et pour toi, ça découle d'ailleurs sur ce que tu appelles un racisme républicain. La, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, en fait, quelle nécessité, en fait, ont les personnes dont tu parles, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ou une partie de la gauche, quelle nécessité ils ont, ou Nicolas Sarkozy, quelle nécessité ils ont à établir, en fait, cette identité nationale, ce récit national basé sur des falsifications historiques, pourquoi ils le font? Là, bah, il me semble que je vais pouvoir être un peu moins bavard sur cette question-là. Après, ça pourrait être développé, mais ils le font pour légitimer une parole politique et une position politique. Je le dis aussi à propos de Pierre Nora, historien intellectuel engagé et auteur d'une somme chez Gallimard qui s'appelle Les lieux de mémoire. Et je fais remarquer, mais ça vaut, c'est même peut-être encore plus flagrant dans le cas d'un Sarkozy, d'un Valls, d'un Macron et de tous ceux qui comme ça nous balancent leur mythologie, leur mythologie historique ou pseudo-historique à longueur de temps, parce qu'on voit quand même que euh, les vertus politiques de la mémoire et les usages politiques de la mémoire, bah, c'est pas les minorités en lutte qui les inventent. C'est pas les ressortissants des mémoires occultées, des histoires non racontées ou non commémorées qui les inventent. C'est en premier lieu les dominants et qui passent leur temps à commémorer et à se gargariser de modèles, de figures tutélaires de récits historiques complètement mythologiques et mensongers. Encore hier soir, là, je regardais une émission avec Jean-Michel Blanquer qui nous ressortait un récit mythique que j'ai entendu 1000 fois depuis 20 ans, depuis 15 ans plutôt, euh, qui est que les offensives néo-laïcistes, islamophobes, anti-voiles d'aujourd'hui ne seraient que la continuation du combat de Jules Ferry pour la laïcité et de la loi de 1905. Dès qu'on se penche sur la réalité historique, on se rend compte que la loi de 1905 et les lois Ferry sur l'école, je ne parle pas de Ferry colonialiste, mais des lois Ferry sur l'école, ça n'a strictement rien à voir et que justement le néo-laïcisme de la loi anti-foulard et de toutes les offensives anti-voile et plus largement islamophobes qu'on suivi, elles sont même aux antipodes dans l'esprit, comme dans la lettre d'ailleurs, parce que s'il a fallu voter des nouvelles lois, c'est bien qu'un siècle de laïcité, hein, le système légal existant ne permettait pas de s'en prendre aux élèves portant un foulard. Mais là, on a un exemple justement d'usage complètement frelaté et instrumental et opportuniste du passé. Donc là, la réponse, elle est simple, c'est que tout dominant a besoin de légitimer sa domination, et parmi la palette de ce qu'il peut utiliser, il y a évidemment le passé, donc des récits mythologiques, des figures héroïques qui vont aussi servir à donner un petit peu d'épaisseur à la merde qu'on est en train d'agiter. Et puis aussi quand même, il y a parfois même on trouve ça chez Zemmour, mais on trouve ça chez Macron aussi, un gros fuck qui est envoyé à la gueule des dominés. C'est-à-dire, il y a parfois l'élocution à laquelle je consacre un chapitre et même plusieurs dans le livre, de Macron concernant les déboulonnages de statuts, et notamment l'affaire Colbert, la question de la mémoire de l'esclavage en 2020, je crois que c'était, et la commémoration, il y a quelques mois, de Napoléon, plus les interviews où on nous ressort comment dire, Pétain et Maurras, etc. Il y a toute une série
bon, j'ai pas cité, mais on pourrait développer aussi les hallucinants propos révisionnistes et antisémites de Darmanin dans son livre concernant Napoléon et les Juifs. Bon, il y a un article sur Les mots sont importants, le site que je co-anime là-dessus. Bref, bon, les exemples, ils sont pléthores, mais dans un certain nombre de cas, on serait dans du soft power. Il s'agit d'amadouer et de se raconter des histoires, de bercer l'opinion publique avec l'impression qu'on est en train de faire du progressisme quand on démantèle tous les droits sociaux et toutes les libertés publiques, ou quand on s'attaque aux minorités. Mais dans certains cas, il y a pas du soft power, mais voilà, vraiment un gros fuck, juste une manière de manifester qu'on est le dominant, et que les dominés, on les emmerde, on leur crache dessus, on peut leur piétiner la gueule. Et ça, je crois qu'il y a aussi parfois... Et pourquoi on fait ça? Ça va dans la même direction que quand Macron ou les macronistes font de l'histoire bête et méchante et falsifiée, c'est comme quand ils font sur le présent de la sociologie bête et méchante et falsifiée. C'est comme quand Blanquer nous raconte les écrans plats, ou nous raconte les petites filles que les musulmans empêchent d'étudier, ou de faire du sport. C'est tout simplement de faire un gros clin d'œil, un gros signal à une partie de l'électorat qu'on a choisi de mobiliser, de mettre au cœur de la vie politique française. Donc du coup, là, toi, effectivement, là, tu parles de cette politique d'État mémoriel, en fait, qui est menée par les dominants, par les gouvernants, par ceux qui ont le pouvoir. Toi, tu revendiques, en fait, de pouvoir déboulonner cette politique d'État mémoriel, hein, à commencer par les statuts, mais ça va au-delà de ça. Euh, Qu'est-ce que tu demandes en fait? Est-ce que toi tu demandes, parce que là on a l'impression que tu demandes que ça soit que les discours de nos gouvernants ne se séparent pas en fait de la vérité historique et de la vérité scientifique. Est-ce que c'est ça que tu demandes, ou est-ce que tu demandes aussi plus de démocratie, un débat démocratique sur ces politiques d'État mémoriel, où est-ce qu'est pour toi l'issue en fait de ce débat? Est-ce que c'est plutôt du côté de la démocratie ou plutôt du côté de la vérité scientifique? Alors, des demandes. Disons que à la fin, alors, le long chapitre final, il essaye un petit peu de voir qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui m'anime en quelque sorte et qu'est-ce que je veux, quand je réfléchis sur ces questions et quand je m'en prends à effectivement un certain nombre de politiques d'État dites mémorielles, ou quand je m'en prends justement à ce discours d'État, à ce discours dominant en tout cas anti-mémoriel, c'est plein de choses. Alors, mais je suis vraiment sur des politiques de la mémoire, c'est le titre du livre. Donc l'histoire, elle joue un rôle effectivement. La vérité historique, c'est important. Et les historiens, en premier lieu, ils ne sont pas toujours les seuls à faire avancer la vérité historique, mais enfin les historiens de profession, quand ils font bien leur travail, et les historiens sans diplôme, quand ils le font avec la rigueur nécessaire. Donc les historiens et historiennes au sens large, ceux qui produisent effectivement de la vérité, du savoir, bien entendu qu'ils ont un rôle à jouer, mais la question politique, effectivement, c'est pas comment dire, en tendant le micro à ceux qui savent la vérité historique que on résoudra tous les problèmes politiques, notamment qu'est-ce qu'on commémore, qu'est-ce qu'on commémore pas. Donc, il y a plusieurs chapitres là, où je rentre dans ces questions et ces distinctions entre histoire et mémoire, parce qu'elle est aussi complètement instrumentalisé encore une fois, par les dominants, pour disqualifier à chaque fois ce qu'on appelle les revendications mémorielles. Macron, il est le premier à le dire tout le temps, attention, l'histoire, c'est pas la mémoire, et donc, c'est pour ça qu'il faut commémorer Colbert et Napoléon, car il ne faut pas choisir dans notre passé. Donc là, tout d'un coup, il se réclame de l'exhaustivité et de l'objectivité historique. Ouais. Sauf qu'on l'écoute, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il euphémise ou il nie ou il occulte
toute la dimension absolument monstrueuse et criminelle contre l'humanité de, par exemple, Napoléon ou Colbert. Et par contre, il se lance dans des panégyriques où Pétain, grand soldat, grande soldat, je fais remarquer que ce n'est pas du tout une catégorie historique, ça n'a aucun sens. C'est une catégorie qui relève comment on appelle ça, de la géographie. Donc c'est un choix politique, hein, d'honorer ou de réprouver. Et ça, effectivement, on n'est plus dans l'histoire au sens strict, c'est-à-dire établir les faits et expliquer leur enchaînement. On est dans, effectivement, du jugement moral et politique. Du jugement moral et politique qui consiste à dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça plus jamais, ça il faut que ça revive. Voilà, il faut faire revivre l'esprit j'en sais rien moi, de telle ou telle période d'émancipation ou poursuivre le mouvement. Ou au contraire, le plus jamais ça dont je parlais tout à l'heure. Et ça précisément, c'est aussi une des choses que je traite dans le chapitre final. Il y a tout un discours qui oppose toujours paresseusement, exactement avec la même paresse que l'opposition passé, enfermement dans le passé, enfermement mémoriel, passé-présent, ou que l'identitaire, social et politique. C'est l'opposition binaire entre la morale et la politique. Vous êtes dans la morale, la politique, c'est pas de la morale. Voilà, je fais un sort aussi à cette idée qui est absolument stupide, débile, bête et très méchante, effectivement, monstrueuse moralement et politiquement. Et en plus, dès qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que la confusion, elle est entretenue par ceux-là même qui nous appellent à distinguer. C'est-à-dire au moment même où il nous dit attention, il faut faire de l'histoire et pas de la mémoire, il fait la géographie, l'apologie, la valorisation de Colbert et de Napoléon. Il n'est pas en train de nous faire un cours sur ce qu'a été dans son entièreté l'œuvre de Colbert ou de Napoléon. Et c'est effectivement pas son rôle. Son rôle de chef d'État, c'est de faire des choix politiques sur qu'est-ce qu'on décide d'honorer. Donc la question n'est pas de il ne faut pas parler de tout, il ne faut pas parler de tout. Mais à chaque fois, sur chaque chose dont on parle, est-ce que c'est pour dire ça, bravo, et faisons-en un modèle, encore une fois, à suivre, à imiter. Je travaille aussi sur la notion d'imitation, imiter au sens le plus fécond du terme, c'est-à-dire pas seulement reproduire, mais prolonger le mouvement d'émancipation qui a été à un moment donné celui de telle ou telle personne, tel ou tel groupe social qui s'est mobilisé, ou au contraire, réprouvons et affirmons que la collectivité nationale se définit contre ça et pas pour. Or, ce que fait, je vais peut-être prendre un exemple pour être plus concret, quoi que dise Macron, la commémoration, bien entendu, n'est pas obligée de se polariser que sur des figures positives. C'est très bien de commémorer aussi le négatif, à condition de commémorer et pas de célébrer. Je donne comme exemple, on peut commémorer Jean Moulin, on peut commémorer Manouchian, on peut commémorer des événements atroces, on peut commémorer la Shoah. Je remarque d'ailleurs que parmi les dates choisies, on choisit la libération des camps. Donc c'est un événement monstrueux, mais c'est la fin qu'on choisit comme date. Mais quand bien même, on peut commémorer la rafle du Veldiv. Voilà, on peut commémorer un événement qui est purement un événement atroce. Je remarque en passant qu'il y a eu juste un tweet de Macron. Il était à Lourdes pour honorer et pour prier devant Bernadette Soubirous. Et il n'avait qu'un tweet à faire pour la rafle du Veldiv. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut commémorer la rafle du Veldiv, on peut commémorer Jean Moulin, Manouchian ou tel ou tel résistant ou résistante. Mais on voit bien, ou Anne Frank, ou des victimes. Mais on voit bien que on peut commémorer le 24 avril le génocide des Arméniens. Mais on ne commémore pas Talat Pacha quand on fait ça. On ne commémore pas Hitler ou Eichmann quand on commémore les camps. On ne commémore pas Pétain et Bousquet et le gouvernement de Vichy quand on commémore la rafle du Veldiv. Donc pourquoi, si on veut absolument
être comme ça, sans œillère sur le passé, comme prétend l'être Macron. Pourquoi est-ce que parlons de Napoléon, commémorons Napoléon, mais, mais pas en allant s'incliner sur sa tombe. On ne va pas s'incliner sur la tombe de Talat Pacha, on ne va pas s'incliner sur la tombe de Pétain. Certains l'ont fait, mais précisément, on peut facilement expliquer pourquoi ils ont un très grand tort de l'avoir fait. Alors, tu écris dans ton livre, dans l'espace public officiel, nier ou mettre en doute la Shoah provoque un tollé et une mobilisation générale. Nier ou mettre en doute le génocide arménien provoque un petit scandale. Nier ou mettre en doute le crime contre l'humanité subi par les Noirs provoque à peu près rien. Fin de citation. Est-ce que, en voulant dénoncer ces guerres mémorielles, est-ce que tu ne t'adonnes pas toi-même, en fait, à cette guerre? Alors, ça, c'est un terrain effectivement miné. Et ça aussi, j'essaye de le démêler dans le chapitre final. C'est ce que j'ai appelé les vertus et les limites de la comparaison. Voilà. À plusieurs moments dans le livre, je fais remarquer que la comparaison n'est pas un crime, que la comparaison nous aide à penser et à mettre en relief et en évidence des injustices. Après, évidemment, il y a des risques. Je vais prendre peut-être un exemple. La phrase que tu viens de citer, elle est dans un des tout premiers textes qui parle qui est l'affaire, entre guillemets, la plus ancienne qui est traitée dans le livre, qui est l'affaire Dieudonné, au début des années, donc les premières affaires Dieudonné. Quand il y a eu cette controverse sur la manière dont Dieudonné effectivement piétinait la mémoire de la Shoah. Et plus largement, après, au même moment, et c'était le point de départ de ce chapitre, au même moment, Max Gallo avait tenu des propos absolument répugnant, effectivement, qui relativisait d'une manière absolument, une désinvolture, mais plus que coupable, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon comme quelque chose qui n'avait aucune importance historique. Et on pourrait d'ailleurs ajouter, quelque chose que j'évoque dans un autre chapitre, des propos un peu plus tard de Pierre Nora à la radio, pareil, des propos d'une violence, d'une désinvolture et du coup d'une violence symbolique extrême sur la question du génocide des Arméniens. Propos qui se finissaient par « mais attention à ne pas appeler tout génocide, aujourd'hui quand on écrase trois fourmis, on peut aussi parler de génocide, on pourrait aussi nous parler de génocide ». Donc, j'entre dans la question de savoir quel est le niveau de réaction dans l'espace public que vont susciter ce type de propos tenus à heure de grande écoute à chaque fois et qui ont en commun d'être soit sous une forme très explicite et assumée, soit sous la forme comme ça goguenarde de la blague, négationniste et de piétiner en tout cas des mémoires traumatiques, en l'occurrence des mémoires des réalités de génocide et de crimes contre l'humanité absolument avérés historiquement et indiscutables. Donc, et je fais remarquer effectivement que, encore une fois, c'est à très grands traits, parce que malheureusement, même sur la Shoah, c'est pas tout le temps relevé et condamné, et ça coûte pas autant toujours que ça devrait coûter aux auteurs de ce discours négationniste et révisionniste. Ne serait-ce que par exemple, alors c'est pas du négationnisme sur la Shoah, mais les propos de Darmanin dans son livre sur Napoléon et les Juifs sont ahurissants. Ils n'ont pas coûté quoi que ce soit ils n'ont pas coûté très cher à Darmanin politiquement dans sa carrière. Il y a eu des gens pour gueuler, mais pas tant que ça. Si on parle là de l'éditocratie, des grandes plumes, des grands chefs de partis politiques, est-ce que ça a fait l'actualité? Non. Donc, même sur les... Voilà, le danger, il est là, de dire « Ah, les Juifs, c'est tranquille pour eux, mémoriellement, ils ont gagné », alors que les Arméniens, moyens, mais c'est quand même pas mal, et puis les Noirs et les Arabes, ils ont rien.
c'est un peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de comparer le bruit médiatique et le niveau de réprobation et le niveau et la durée de la disqualification sur des fautes morales et politiques équivalentes. Donc effectivement, des propos racistes, des propos comme ça, des mauvaises blagues qui piétinent la gueule des descendants de victimes et des victimes, des propos plus ou moins ouvertement négationnistes. Tout ça, effectivement, je défends l'idée qu'à un moment donné, ça peut être utile de comparer. Jamais, c'est un des écueils que je pointe, jamais pour égaliser par le bas, mais pour égaliser par le haut. C'est-à-dire jamais pour aller reprocher aux Juifs d'en faire trop ou d'avoir trop gagné, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, même la mémoire de la Shoah en particulier, et plus largement la mémoire juive, et notamment de toutes les formes de persécution antisémites qui ont pu avoir lieu dans le passé, même sur ce plan-là, on est loin du compte. Mais simplement, la comparaison, elle peut servir, au contraire, pour égaliser vers le haut. C'est-à-dire pour faire remarquer que ce que les Juifs ont pu, les Juifs, la communauté juive, la mémoire des Juifs, si on réfléchit bien, ça profite à tout le monde de méditer un petit peu cette histoire et cette mémoire. Mais disons que ce qui a été fait, par exemple, sur cette mémoire-là, celle de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et des Tziganes, eh bien, peut nous inspirer. Et peut servir aussi à mettre en défaut des gens qui, encore une fois, même si c'est opportuniste, même si c'est pour de très mauvaises raisons, sont capables d'admettre que, par exemple, il y a un devoir de mémoire et qu'il faut parler de ce passé pour qu'il ne se reproduise pas quand il s'agit de l'arabe du Veldiv. Encore une fois, il commence à être périmé, mon chapitre, parce que là, on entre dans une ère politique où Macron ne juge même plus utile d'aller commémorer la rafle du Veldiv. Et juge par contre intéressant politiquement de régulièrement lancer des petites provoques, entre guillemets, mais provoques à la Le Pen, hein, c'est-à-dire des provoques qui sont plus que des provoques, à mon avis, qui ont un sens politique, sur un coup Pétain, un coup Maurras, un coup Pierre Loti, voilà, des figures de l'extrême droite, maurassienne, antisémite, raciste, et très peu républicaine d'ailleurs, par ailleurs. Donc, la comparaison, bon, c'est un gros sujet, j'en ai parlé un petit peu en termes très généraux, mais je défends en tout cas l'idée, en des termes un peu plus précis, qu'elle est indispensable, qu'elle peut servir, après effectivement, à condition de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges, notamment celui de se mettre en concurrence entre groupes, entre minorités par exemple, à condition aussi de jamais égaliser par le bas, mais toujours par le haut. Et je fais la comparaison avec ce travail de sociologie critique qui consiste à compter combien de femmes, combien d'hommes dans tel ou tel univers, par exemple professionnel, combien de blancs, combien de non-blancs. C'est pareil là, c'est bien du comptage, de la comparaison, qui est une des opérations nécessaires pour mettre en lumière, pour objectiver l'état du tort qui est fait aux différents groupes. Alors là encore, il y a des gens pour dire que ça c'est très dangereux, ça fracture le corps social et ça met en compétition tous les groupes, j'en sais rien moi, les femmes, les gros, les personnes âgées. Non, je ne crois pas que les différents groupes discriminés aient plus à perdre dans une soi-disant compétition généralisée et guerre de tous contre chacun que ça engendrerait. Je ne crois pas qu'ils aient plus à perdre qu'à gagner dans le fait qu'on fasse ces comptages, parce que ces comptages, ils ont une vertu, c'est d'objectiver un tort quand il y a un tort. Donc voilà,
J'ai une dernière question, Pierre. L'un des points de départ de ton livre, tu le dis dans le premier chapitre, enfin dans l'avant-propos même, c'est que tu as été ciblé par un site internet d'extrême droite, Oui. Riposte laïque, après une tribune que tu avais publiée en faveur du déboulonnage de statues de Colbert et plus largement de statues qui célébraient des esclavagistes ou des colonialistes. Le site appelait carrément à faire couler le sang, soi-disant pour faire comme dans la Marseillaise, le sang impur. Plus récemment, il y a eu cette fameuse mise en lumière, cette fameuse liste mise en lumière par le journaliste Taha Bouafs du site français de souche qui listait des soi-disant islamo-gauchistes. Est-ce que le débat public, hein, mais on en a parlé et t'en parles aussi dans ton livre, est-ce que le débat public aujourd'hui est en péril selon toi, car les risques de prise de position appellent des réponses, notamment de la part de l'extrême droite, mais aussi, en fait, c'est aussi alimenté par des gens au gouvernement et de la droite plus classique, voire par une partie de la gauche, appellent des réponses de plus en plus violentes. Oui, 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 je pense que la réponse est dans la question, puisque dans la question, tu évoques au moins allusivement, mais tu les évoques, des faits qui ont eu lieu tous ces derniers mois, effectivement. Il y a un climat de dégradation du débat public, ça on peut le dire effectivement. Alors moi, simplement, cet épisode, même s'il illustre cette dégradation, effectivement, et cette violence, je l'ai mis en préambule du livre pour justement montrer que les statues, le déboulonnage des statues, les questions mémorielles, ben c'est pas que du symbolique, ou que le symbolique en tout cas, il a très vite une matérialité et il rejoint très vite la matérialité du présent. Parce qu'une statue de quelqu'un qui est mort il y a plusieurs siècles, le fait que j'ai simplement dit qu'on pouvait la déboulonner, sachant que c'était quand même l'auteur du Code noir qui faisait des noirs esclaves des meubles propriété du blanc, et qui d'ailleurs, article 1, interdisait les Antilles, la présence sur le sol des Antilles aux Juifs. Donc le fait de m'en prendre à des statues de quelqu'un mort il y a très longtemps, bah, on voyait très bien que le niveau de réaction c'était comme si, et c'était ce qui était explicitement écrit dans le texte, j'avais déclaré la guerre, une guerre d'extermination à la France et aux Français de chair et de sang. Et que par conséquent, toujours, j'extrapole pas, et je reconstitue pas un raisonnement, c'était écrit noir sur blanc dans l'article, et que par conséquent, les vrais Français attaqués et menacés dans leur intégrité étaient en situation de légitime défense et pouvaient me tuer, moi et mes semblables. Moi et mes semblables, et tous ceux qui, soit par leur activisme, soit par leur propre vie, les remplaçants du grand remplacement, parce que c'est ce cadre de pensée, eh bien, les menaçaient d'un génocide. Voilà, ils n'ont pas peur des mots. Et donc, par conséquent, effectivement, il était appelé explicitement à me tuer, moi et mes semblables. Et donc, j'ai mis ça en exergue du livre pour bien montrer voilà, que le passé, il est, comment dire, il est jamais vraiment passé. En tout cas, il arrive assez souvent que le passé ne passe pas, et que le symbolique est rarement que du symbolique. Le symbolique peut avoir des répercussions extrêmement matérielles. Et pour répondre maintenant à ta question sur la dégradation du débat public et le climat de violence assez terrifiante, je pense que oui, effectivement, on en a eu des preuves, des menaces de mort. Alors, encore une fois, il y en a énormément. Il y a également une dénonciation de la dégradation. Alors attention sur cette question, parce qu'il y a des vraies personnes qui reçoivent de vraies menaces de mort. Donc ça, c'est clairement une dégradation du débat public. Il y a ensuite une fausse dégradation du débat public, c'est tous ces dominants qui se plaignent à longueur de temps qu'ils ne peuvent plus rien dire et qui sont censurés, et qu'on ne peut plus dire ci ou ça sans être traité de raciste, de sexiste ou d'homophobe. Bon, ce qui est assez marrant, c'est que par exemple Finkielkraut a un jour dit un peu la vérité de ce type de propos à l'état brut, quoi. Il a dit mais aujourd'hui il y a une telle dictature des minorités qu'on peut plus dire qu'on est contre la gay pride sans se faire traiter d'homophobe. Effectivement, quoi. D'où Finkielkraut, tu aurais ton mot à dire sur les gens. À la limite, si tu n'aimes pas, n'y va pas.
Mais enfin, effectivement, il me paraît dans l'ordre des choses, si quelqu'un prend l'antenne pour dire qu'il est contre la Gay Pride, qu'est-ce que ça veut dire? D'autant qu'il le dit à l'antenne. Et vraisemblablement si sur ce n'est, France Inter voilà. ou France Culture. Donc, Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est qu'il est précisément homophobe? On peut plus aller, il a fait une émission là-dessus récemment, on peut plus dire qu'on est contre les trans sans être transphobe. Bah oui. Et puis alors, sur le racisme, c'est tout le temps. On peut plus dire ci ou ça sur l'islam sans être faire traiter d'islamophobe. Bah oui, effectivement. Donc, ça, il y a aussi cette petite rengaine qu'on entend depuis des années, mais qu'on entend de plus en plus, ce discours d'assiégés, de gens qui se sentent victimes d'une censure, alors, mais qui, bizarrement, nous expliquent ça sur toutes les antennes 24 heures sur 24. Donc là, je dirais que ça, c'est la fausse dégradation du débat social. C'est une dégradation, ça. C'est une dégradation de leur monopole. C'est que même en ayant l'antenne ouverte partout, sur les plus grandes chaînes, il y a par exemple Twitter, il y a des espaces, il y a des petits sons critiques qui arrivent à leurs oreilles et ça les fait bouillir. Donc, mais ça, on ne peut pas appeler ça une dégradation et une brutalisation du débat public. C'est un peu de démocratisation et ça ne fait pas de mal. Maintenant, il y a une vraie brutalisation quand effectivement il y a des menaces de mort. Donc j'en reçois, il y a cette liste qui pue la menace de mort aussi. Donc elle peut être plus ou moins explicite. Mais en tout cas, il y a de plus en plus ouvertement, il y avait ce gars qui avait fait une vidéo pour appeler à tuer tous les gauchistes, etc. Donc évidemment qu'il y a... Papacito. Voilà. Et donc ça, évidemment que c'est préoccupant. Et évidemment, tu as fait allusion dans ta question, c'est pas seulement... En tout cas, il n'y a pas de coupure nette, malheureusement, entre des papacitos, des gens donc de la fachosphère youtubeuse ou autre, qui serait effectivement qui relèverait de la délinquance et que notre courageux ministre de l'Intérieur du coup combattrait par les moyens qui s'imposent, c'est-à-dire la police et le procès, parce que là effectivement on discute pas avec des gens qui appellent à la violence et au meurtre. Mais on voit bien que le Darmanin il le fait pas tout le temps, il le fait pas avec beaucoup de zèle. Il met parfois plus de zèle à fermer des mosquées ou à dissoudre des associations antiracistes comme le CCIF qu'à condamner, même s'il le fait parfois, les gens qui appellent au meurtre. Et surtout, un autre signe de non-étanchéité entre ce pouvoir républicain et les extrémistes qui peuvent être sur YouTube et lancer leurs appels, ou un site comme Riposte Laïque, ou le site Facho qui a publié les listes. Français de souche. C'est que publier des listes, le Macron, plus exactement le Blanquer, le Darmanin, ils le font un peu. La manière dont sont diabolisés en permanence, ou Chiappa, hein, ou toute une série d'intellectuels organiques, mais qui se reconnaissent dans la Macronie, en gros. La manière dont on a eu la peau de l'Observatoire de la laïcité, le niveau de violence qu'il y a eu. Alors, c'est pas toujours l'appel au meurtre, mais des listes qui rappellent les listes un peu macartistes, en tout cas. C'est-à-dire ces gens-là, ils ne doivent plus être en poste. Les offensives qu'il y a eu sur l'université, suite notamment, il y a eu le stage syndical de Sud, des ateliers en non-mixité. Il y a eu la campagne contre l'UNEF. Il y a eu la manière dont à l'Assemblée nationale, Blanquer notamment, donc là on n'est plus dans des éditoriaux et des articles d'opinion, on est dans des membres du gouvernement qui régulièrement prennent de leur temps et de leur énergie pour alerter sur le danger que serait l'intersectionnalité, la pensée woke, le décolonialisme. Il y a encore une ministre là qui a dit apparemment que pire que Zemmour, il y a l'intersectionnalité. La pensée, c'est ça, la pensée. Sarah El Haïry. Voilà, la pensée intersectionnelle. Il y a eu, suite à cet affichage malheureux là, effectivement, du nom d'un prof, une campagne délirante contre tout un laboratoire mensongère d'une violence extrême, avec à chaque fois des victimes très concrètes, c'est-à-dire des gens qui reçoivent des menaces, des injures antisémites en l'occurrence, y compris puisque la professeure incriminée avait été identifiée, je crois, comme juive. En tout cas, donc,
Cette violence-là, effectivement, elle se développe et malheureusement, elle est attisée, encouragée, notamment par des gens comme Blanquer ou d'autres Macron, ministres. Darmanin. D'autres ministres. Macron a, Et même par une partie de la gauche. et même Macron, c'est vrai, j'allais dire Macron laisse faire, délègue à ses ministres. Il arrive que Macron le dise lui-même. La pensée intersectionnelle ou je sais pas quoi, la pensée venue d'Amérique Donc, effectivement, effectivement, c'est une des menaces qui pèse sur le débat public en France aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Merci Pablo.